Qu'est-ce qu'un bon enseignant? Qu'est-ce qu'un enseignant en difficulté? La différence vient rarement de la personne, de son bagage scientifique, de la connaissance plus ou moins approfondie de la discipline enseignée. Le métier change, et même si l'instituteur est devenu professeur des écoles, le titre de professeur, lui, est le même depuis plusieurs dizaines d'années. Les enfants ne vivent plus dans le même environnement. L'école, qui était le seul lieu de savoir, est actuellement concurrencée par les médias. 100% des enfants vont en 6e et plus de 80% au bac. Les objectifs assignés à l'enseignement concernent moins la culture générale qu'une préprofessionnalisation et parfois même que l'éducation de l'enfant. Les nouvelles technologies et leur introduction dans l'enseignement modifient et modifieront de plus en plus le paysage de la classe. Enfin, et ce n'est pas le moindre, l'amplification des phénomènes de violence et d'absence de motivation de certains élèves pose de plus en plus de problèmes à des enseignants dont la formation est strictement disciplinaire. Les conditions d'exercice du métier ont évolué, mais les enseignants eux-mêmes sont différents de ceux d'autrefois. Il n'est plus question de vocation, mais de choix de travail. Auparavant, c'était un art que l'enseignant pratiquait avec vocation. Aujourd'hui, c'est un métier exigeant une formation et un apprentissage adéquats. Pour accompagner ces changements, une sérieuse formation psychologique des personnes travaillant dans le champ de l'enseignement, mais aussi dans celui de la formation, est tout à fait actuelle. Qu'il s'agisse des futurs enseignants et formateurs en formation initiale, ou des enseignants et formateurs en formation continue, avoir des connaissances sur le fonctionnement des personnes apparaît plus que nécessaire. La transmission des connaissances à une personne ou à un groupe de personnes est un phénomène humain. La nécessité pour l'enseignant d'avoir des connaissances sur le fonctionnement des personnes est primordiale et la qualité seule de l'information à transmettre est à réévaluer. Sa capacité d'écoute devient aussi importante que sa capacité d'explication. La transmission des connaissances se fait face à un groupe. Les phénomènes de groupe sont connus et ils conditionnent les performances dans le métier d'enseignant. La majorité des enseignants restent à l'écart des théories groupales et se cantonnent à des expressions atmosphère ou climat qui ne sont pas vraiment scientifiques. Parfois, c'est le travail d'équipe qui peut être freiné par la peur du groupe. Que l'enseignant le veuille ou non, son attitude a des conséquences sur la vie psychique des enfants qui lui sont confiés. Il ne suffit pas qu'il en soit averti. Il est important qu'il s'y prépare grâce à un travail personnel qui l'aide à découvrir l'importance de l'image qu'il a de lui-même et l'influence de cette image sur celle qu'il a de ses élèves. Pour rendre plus complexe le modèle des transmissions de connaissances, il est nécessaire de faire découvrir à l'enseignant à quel point il est lui-même impliqué corporellement. Son attitude corporelle contient une information qu'il sait, et même si l'enseignant n'en est pas conscient, son corps participe à cet enseignement. En formation, les émotions peuvent renforcer la mémoire et la communication. Il est nécessaire que l'enseignant sache les accepter en classe et les gérer au lieu de les faire refouler. Les émotions peuvent se transformer en état de conscience susceptible de brouiller la représentation mentale d'un phénomène et donc la rationalité d'une décision. Prendre en compte la personne globalement. L'enseignant se doit d'appréhender l'élève de façon globale dans l'acte d'apprendre. Il se doit de s'adresser à lui et non à une intelligence. C'est pour ça que le passé de l'enseignant ou des éléments de l'extérieur à la profession peuvent être convoqués en formation. Une formation qui cherche à faire évoluer les représentations au-delà de faire acquérir des connaissances. Les représentations sont à la source des comportements. C'est parce que nous voyons une situation d'une certaine manière que nous adoptons telle attitude. Le comportement dépend de la façon avec laquelle nous convoquons et utilisons nos compétences acquises. Je crois réellement que la présence de deux animateurs, si elle contribue bien sûr à la réassurance des formateurs eux-mêmes, participe également au cadre de sécurité offert aux stagiaires. Les animateurs mettent en relation tout ce qui se passe au niveau individuel, au niveau groupal, pour trouver et donner du sens à la situation actuelle. La salle de formation est un lieu partagé symboliquement en plusieurs espaces pour induire une rupture dès le départ. Un coin avec des matelas pour s'asseoir et au centre des matelas, un espace de travail. Les tables en périphérie pour ceux qui auraient besoin de s'isoler, et le reste de la pièce est un lieu de rencontre durant les exercices ou durant la pause. Mettre en place dans un établissement une formation psychologique permet de travailler en équipe, de résoudre les conflits et de remotiver les enseignants.
mais les résistances peuvent être plus fortes car les représentations sont plus anciennes et donc bien installées. Le faire hors établissement, avec des enseignants venus de divers endroits, les avantages et les inconvénients sont inversés. La formation psychologique n'est pas un enseignement psychologique. Cela demande une attention toute particulière à la façon dont on envisage de le mener, et c'est peut-être son fonctionnement lui-même plus que son contenu qui est efficace. Les principes de fonctionnement sur lesquels s'appuient les animateurs ont plus de poids que les informations qu'ils sont susceptibles de donner. Les générations actuelles et à venir demandent que leurs professeurs leur enseignent tout. Savoir, savoir-faire, savoir-être, savoir évoluer. Il appartient au seul professeur de vouloir bien faire la démarche, de s'interroger sur sa manière de fonctionner, de se remettre en question, d'accepter le regard de l'autre et son interpellation. La connaissance de soi permet de s'éloigner du pouvoir sur l'autre, un autre à découvrir. Ce travail rend apte à prendre la distance nécessaire à gérer les émotions des élèves et parfois leur violence. Les enseignants peuvent maintenant apporter des solutions plus réalistes à ces situations, sanctionner alors que leur culpabilité les en empêchait. Le principe d'isomorphisme à l'œuvre. Après la formation, il n'est pas question de reproduire en classe les situations identiques à celles qui sont vécues en stage, mais de reprendre les processus utilisés en les adaptant à leur travail d'enseignant. Ce qui est vécu en formation n'est pas repris, l'enseignant est capable d'inventer des exercices différents adaptés à son enseignement. Chacun a pu vivre, au moins une fois dans sa vie, l'incapacité de faire, d'agir, quand l'émotion l'envahit. L'urgence est de replacer l'enfant dans un désir de faire, dans une confiance en lui-même. Selon les élèves et les circonstances, nos réactions varient, mais toutes visent au même but, placer l'enfant au mieux de ses possibilités.